Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. Si vous nous rejoignez, ce soir nous explorons deux sujets majeurs au cœur de l'actualité politique ivoirienne. D'abord, dans la première partie, un nouveau venu sur la scène politique, Agissons ensemble, qui dévoile ses ambitions et propositions pour 2025 et la Côte d'Ivoire. Quelle vision apporte-t-il et comment s'inscrit-il dans le paysage politique ivoirien? Nous en parlerons dans quelques instants. Ensuite, la question des grands retours politiques dans la seconde partie, alors que 2024 est marqué par le comeback de figures politiques historiques à travers le monde. La Côte d'Ivoire s'apprête-t-elle à suivre cette dynamique avec l'ancien président Laurent Gbagbo en 2025, candidat à cette élection? Pour en débattre, nous recevons dans la première partie Kevin Zokou, président de Agissons Ensemble. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Et Arsène Anoma, analyste politique, consultant sur Entre Deux News. Bonsoir Arsène Anoma. Bonsoir M. Sidik. Et puis dans la seconde partie, nous serons rejoints par Hérode Seri, président de Cri du Peuple, qui parlera bien sûr sur ce second sujet. Et tout de suite, place à la première partie de cette émission. Président, pourquoi parlons d'abord du dialogue politique inclusif qui est revenu plusieurs fois dans votre déclaration le week-end dernier. Pourquoi insistez-vous sur un dialogue politique inclusif à ce stade, alors que les cadres de concertation ont déjà été organisés dans le pays? Merci pour votre question. Bien avant, je voudrais dire merci à la direction de Reflet TV pour l'invitation. Et pour revenir à votre question, le dialogue, il faut tout le temps l'organiser. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui disait que le dialogue, c'est l'âme des forts. Et donc, plus nous dialoguons, mieux l'environnement politique s'apaise. Alors, il y a eu le dialogue politique, le 5e dialogue politique. Mais juste après ce dialogue politique, il y a encore des sujets qui pendent. Et pour nous, nous sommes à l'approche des élections présidentielles. Il faille que le pouvoir en place invite de nouveau à un dialogue, et nous l'avons voulu, inclusif. Parce que nous-mêmes, en tant que mouvement politique, nous voulons prendre part à ce dialogue politique. Et il y a bien d'autres organisations politiques qui ne sont pas conviées à ces différents dialogues que nous avons déjà eus. Donc voilà la raison pour laquelle nous invitons le gouvernement à lancer de nouveau un dialogue politique, mais cette fois-ci inclusif. Bien, bien avant Arsène Anoma, nous allons marquer une courte pause pour suivre cet élément. C'était le week-end dernier lors de votre conférence de presse à Yopougon. On regarde. Un nouveau mouvement politique fait son entrée sur la scène politique ivoirienne. Agissons ensemble a élu le samedi dernier lors d'une assemblée générale Kevin Zokou comme président du mouvement. Les anciens membres du mouvement national Charles Blé Goudé ont décidé de prendre leurs responsabilités après 20 ans de collaboration. Diverses observations faites par tous les partis politiques sur le fonctionnement de la commission électorale indépendante ne devraient pas être ignorées par le pouvoir en place. Le gouvernement doit œuvrer à ramener la confiance entre tous les acteurs politiques autour du processus électoral piloté par la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. À moins d'un an de l'élection présidentielle de 2025, le lancement de ce mouvement est-il opportun pour affronter les Ivoiriens? Selon le président nouvellement élu, la nécessité d'un dialogue politique inclusif est primordiale pour garantir des élections présidentielles apaisées et ouvertes à tous en 2025. Des Ivoiriens épris de paix et de justice réunis au sein du mouvement politique Agissons Ensemble, réclament de nouveau, par ma voix, un énième dialogue politique. Cette fois-ci, nous le voulons inclusif, car le mouvement politique Agissons Ensemble voudrait y prendre part en toute responsabilité. Nous avons des idées et des propositions pertinentes pour préserver et renforcer la stabilité de notre pays en période pré- et post-électorale. Je propose donc, au nom du mouvement politique Agissons Ensemble, l'organisation d'un débat national de fond sur les problèmes majeurs du pays liés aux élections en vue de l'adoption d'un pacte national pacifique et de cohésion sociale.
L'apparition de ce mouvement traduit une dynamique de diversification politique. Cependant, leur capacité à influencer significativement le scrutin dépendra de la résonance auprès des électeurs. De retour, félicitations pour votre élection à la tête de votre mouvement politique. Arsène Anoma, quelle lecture faites-vous après avoir vu ce reportage? D'abord, j'aimerais féliciter le frère pour son élection à la tête de son mouvement politique. J'ai l'impression que cette inclusivité-là fait référence à eux, leur présence au sein du dialogue politique. C'est-à-dire que si eux, ils ne sont pas dans le dialogue politique, ils estiment que tous les dialogues politiques qui ont été faits de façon précédente ne sont pas inclusifs. Mais s'il n'y a pas quelque part une rupture du dialogue politique en Côte d'Ivoire? Il n'y a jamais de rupture du dialogue politique. Le dialogue politique se fait toujours, tous les premiers ministres qui sont en fonction, puisque les dialogues politiques sont menés par les premiers ministres, ont toujours acté les dialogues politiques. Et je suis convaincu que lorsque les conditions, le moment du dialogue politique arrivera, il y aura un autre round de dialogue politique. Mais ce qui me désole un peu, c'est je sens une certaine... peut-être suffisance, le mot est trop fort, mais ramener l'inclusivité du dialogue politique à la seule présence de lui, son mouvement politique au sein de ce dialogue politique-là, pour moi, je trouve que c'est pas assez, c'est manquer de modestie. Parce que, d'abord, le parti vient de naître, je me demande... Le mouvement politique vient de naître, je me demande combien de militants, combien d'adhérents il revendique, combien d'élus il revendique. Je ne sais pas si le président du parti est lui-même un élu. Tout ça, donc ramener l'inclusivité du dialogue politique à la présence de ce pouvoir politique, aussi du dialogue politique, pour moi, j'estime que c'est faire preuve de suffisance. Bien, Président, vous allez rebondir, en même temps répondre à des interrogations qu'il a eu à soulever. Alors, je veux revenir aussi sur le sujet parlant de l'inclusivité du dialogue politique. Oui, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans le dialogue politique qui n'est pas inclusif et que nous voulons forcément y être pour le rendre inclusif. Ah non, le dialogue politique, de tous les dialogues politiques d'ailleurs, n'ont jamais été inclusifs. Tous les dialogues politiques n'ont jamais été inclusifs. Le COJEP n'est pas dans le dialogue politique. Donc, il n'a jamais été inclusif. Vous voyez? Donc, quand nous disons qu'il faut que le dialogue politique soit inclusif, on ne ramène pas ça à nous, à notre organisation seulement. Ah non, il y a plusieurs organisations politiques, dont celui-même de notre frère Héros de Série, CRI du peuple. C'est une organisation sérieuse qui a besoin d'être aussi dans le dialogue politique. Et il faut rendre le dialogue politique inclusif parce que chaque Ivoirien est en droit de dire quelque chose. Alors, lorsque nous appelons un dialogue politique inclusif, nous l'avons dit dans l'élément, peut-être que vous n'avez pas fait attention, j'ai dit que nous appelons à l'organisation d'un débat national de fond sur les problèmes majeurs du pays qui sont liés aux élections. Puis, parvenir, il faut rassembler les Ivoiriens. Comme sous Laurent Gbagbo, nous avons eu le forum de la réconciliation nationale. Bon, là, c'était sous un autre angle. Ce que nous proposons ici, c'est que nous tous, nous savons que pendant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ici, avant, pendant et après les élections, nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et donc, tous ces problèmes qui sont liés aux élections, pour trouver des solutions idoines et pérennes à ces problèmes-là, il faut inviter le peuple. C'est cela, le dialogue politique inclusif. Alors, c'est donc un souhait que nous émettons. Ce n'est pas parce que nous voulons tordre le bras au gouvernement, mais c'est un souhait. Et il est je vais dire que c'est encore mieux, il est avantageux, j'allais dire même, pour le gouvernement d'organiser un dialogue politique inclusif. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des difficultés pour appeler au dialogue. Non. Aujourd'hui où nous sommes, c'est vrai qu'il n'y a pas d'armes qui crépitent, mais ce n'est pas aussi vrai qu'on dise que tout va bien. Voilà. Donc aussi longtemps que tout ne va pas bien, il faut appeler au dialogue politique. Et le dialogue politique, il faut qu'il soit inclusif. Nous insistons là-dessus. Bien, Président, on vous taxe d'être un mouvement de soutien aux partis de gauche et aussi, quelles sont aujourd'hui vos relations avec le COJEP de Charles Blé Goudé? Bien, merci. Nous ne sommes pas... Voyez-vous, lorsque nous disons « agissons ensemble », le nom de notre mouvement, c'est un message. Agissons ensemble. Vous ne pouvez pas, en train de dire aux Ivoiriens « agissons ensemble » et vous réclamer d'une idéologie ou bien d'un camp. C'est pourquoi nous refusons de nous aligner. Nous refusons de nous endoctriner dans les carcans idéologiques. Nous sommes un mouvement politique non aligné. Nous ne sommes donc pas
un mouvement de soutien à un parti politique ou à un leader politique. Deuxième élément de votre question, non, mais le président du COJEP, c'est un grand frère, Charles Blé Goudé. Voilà, c'est un grand frère, et j'allais même dire que c'est mon ami. Si je devrais parler de nos rapports avec Charles Blé Goudé, on ne finirait pas cette émission-là. Mais il faudrait que pour aujourd'hui, nous soyons beaucoup plus concentrés sur Agissons Ensemble, qui vient à peine de finir son Assemblée Générale Constitutive, suivi d'un point de presse. Nous avons plusieurs éléments sur lesquels nous avons communiqué et nous voulons porter ce message-là aux Ivoiriens. Voilà, ma relation avec Blé, ça peut attendre. Merci. Bien avant de revenir à Arsène Anouma, vous proposez une réforme du système de l'état civil ivoirien, une uniformisation des extraits de naissance. Comment ces mesures pourraient-elles être mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire à travers les municipalités? Je voudrais d'abord féliciter le directeur général de l'ONESI, si je ne me trompe. Je crois que j'ai suivi une des émissions avant-hier où il expliquait la digitalisation, voilà, des extraits. C'est encourageant, c'est à féliciter, mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà, voyez-vous, il a soulevé un problème où il a dit que la couverture Internet n'était pas une réalité sur l'ensemble du territoire, ce qui ne facilitait pas dans certaines communes ou sous-préfectures de procéder à la digitalisation. C'est le lieu pour nous de dire au gouvernement que nous sommes au 21e siècle et la 5G en Côte d'Ivoire n'est pas une réalité. Ça, c'est vraiment inadmissible, c'est inacceptable. Il faut faire en sorte que la couverture Internet sur l'ensemble du territoire soit une réalité. Il faut faire en sorte que l'électrification du pays soit à 100%. C'est possible en Côte d'Ivoire parce que nous avons tout ce qu'il faut pour que notre pays soit électrifié dans son entièreté. Nous avons les richesses, nous avons les moyens qu'il faut pour le faire. Alors, parlant donc de l'état civil, oui, parce que le problème réel de notre pays, c'est l'état civil. La fraude sur la nationalité, ça part de l'état civil. Donc, si nous arrivons à digitaliser l'état civil, ben, nous avons résolu tout ce problème-là. On va épargner les Ivoiriens d'aller prendre le visa à l'ambassade du Maroc pour peu. Vous comprenez un peu. Donc, oui. Et parlant donc de l'uniformité des extraits, vous voyez, quand vous allez dans une circonscription A, vous avez un type d'extrait qui diffère d'un autre extrait provenant d'une autre circonscription communale. C'est pas, on est dans un État. Voyez-vous, si on a un extrait pour tout le monde. Voilà, peu importe là où vous partez faire votre extrait, il faut que l'extrait soit uniforme. Il faut que ça soit un seul exemple, c'est-à-dire que l'imprimé là. Il faut que ça soit, je pense que vous comprenez, il faut que ça soit uniforme. Vous allez à Dabou, l'extrait qu'on va vous sortir, ils ont un logo sur l'extrait qui n'a rien à voir avec un extrait que vous prenez à Ouagadougou, que vous prenez à Boissou. Voilà, c'est de ça que nous parlons. Bien, Arsène Anouma, la modernisation de l'état civil est un défi pour la Côte d'Ivoire, mais un rêve cher aussi pour le mouvement Agissons Ensemble. Comment vous réagissez? Oui, bon, je voudrais d'abord, si vous me permettez, revenir un peu. Allez-y rapidement. D'abord, par rapport à l'inclusivité du dialogue politique, il a dit, mais ce que je voudrais dire, que lorsqu'il a parlé des mouvements et partis politiques qui n'y ont pas été associés, je pense que lorsque le dernier dialogue politique a eu lieu, ces mouvements-là n'existaient pas encore. C'est la raison pour laquelle certainement ils n'ont pas été invités. Il a parlé du fait qu'il y ait, par exemple, j'ai lu le manifeste, j'ai vu référence à Marcoussis, à plein de trucs. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise aujourd'hui. Ces situations qui ont prévalu et il y a eu ces différentes réunions, ces différents sommets ne sont pas les mêmes actuellement. Aujourd'hui, le pays n'est pas en crise, la Côte d'Ivoire vit normalement, la Côte d'Ivoire se développe. Donc moi, j'estime que les dialogues politiques qui se font de façon régulière sont la meilleure réponse pour un climat politique apaisé. Donc il n'y a pas matière à recourir avec quelque chose qui pourrait ressembler à un forum de réconciliation nationale ou autre chose, des choses un peu jumeaux. Ce n'est pas nécessaire pour vous? Ce n'est pas nécessaire. Et puis encore, lorsqu'on parle, j'ai l'impression qu'effectivement, ce mouvement politique-là reprend pour lui totalement les thèses de l'opposition. J'ai lu le manifeste et je me demande si nous vivons dans la même Côte d'Ivoire. Lorsque on parle de la couverture, par exemple, de la santé, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 11 IRM et à 19 scanners. Il y a 10 pôles régionaux d'excellence médicaux. Lorsqu'il parle de l'électrification, la Côte d'Ivoire, en 2024,
est à 80%. Les prévisions du gouvernement en 2025, c'est de 95%, en 2030, 100% de couverture. En matière d'eau, nous sommes à près de 80% de couverture. Tout ça, c'est des données réelles. Lorsqu'il parle de partage de la richesse, il y a eu dernièrement le rehaussement de l'allocation logement et son extension à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Il y a eu le 13e mois qui a été donné à tous les fonctionnaires, le 13e mois également qui a été donné aux retraités. Le prix du café est passé à 1800, le prix du cacao à 1800, le prix du café à 1500. Ce sont des prix qui sont les plus hauts dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est des faits réels, même si on peut toujours faire mieux, mais c'est des faits réels. Et lorsque j'ai lu le manifeste, j'ai été un peu triste parce que de voir que j'ai l'impression que le mouvement politique, comme la majeure partie des mouvements de gauche, jette le bébé et l'eau du bain. J'estime que lorsqu'on veut faire la politique, on veut proposer l'alternative aux Ivoiriens, il faut être crédible, il faut être sérieux. Et être sérieux, c'est de dépeindre un climat politique, social qui est en adéquation avec celui qu'on vit. C'est vrai qu'il y a des choses qui doivent être faites, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Même les opposants lucides reconnaissent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire qu'on avait de 2000 à 2010 n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on a de 2011 à 2024. Beaucoup de choses ont été faites. Mais la question de vouloir moderniser l'état civil ivoirien. Non, mais rapidement. Il a dit tout à l'heure, il a reconnu le brio avec lequel le DG de l'ONESI a intervenu. Mais belle intervention, différente des réalités dans l'administration. Il a parlé de l'entête des extraits de naissance. Mais aujourd'hui, lorsqu'un enfant naît, il naît avec un numéro unique. Et le numéro unique le suit partout. Et ce numéro unique-là, l'objectif, c'est d'arriver à terme à ce que notre état civil soit totalement digitalisé et qu'on ne puisse plus avoir un état civil qui est frauduleux, qui est ouvert à toute chose. Donc je pense qu'il y a des mesures qui sont prises, qui sont encouragées. Et le pays est sorti de crise en 2011. Il y a beaucoup de choses qui devraient être faites. Le pays, comme il a dit, c'est vrai, l'Internet n'est pas partout. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'Internet est d'un bout à l'autre du pays. Moi, je travaille à une frontière. Quand tu vas là-bas, tu as l'Internet. Même si toutes les zones ne sont pas couvertes par la 5G, mais il n'y a pas une zone en Côte d'Ivoire où l'Internet n'est pas. Même nos parents qui sont dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, ont Internet aujourd'hui. Donc, je pense qu'à terme, l'objectif des tenants, de ceux qui sont à la gestion de l'état civil, c'est d'aboutir à un état civil totalement crédible, totalement débarrassé de tout ce qui pourrait être comme frein. Abouti, mais est-ce que c'est une réalité présentement? Non, ce n'est pas encore une réalité parce que le processus est en cours. Et comme le DG de l'ONESI l'a dit, il faut arriver à une couverture digitale de tous les centres d'état civil de Côte d'Ivoire pour que cela soit effectif. Président, on laisse à votre appréciation tous ces points évoqués par Arsène Anoma. Merci. Je voudrais dire à M. Arsène Anoma que quand on parle de crise, je le disais tantôt, ce n'est pas seulement que le crépitement des armes. Lorsque le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ne sont pas jusque-là sur la liste électorale, lorsqu'on nous brandit des décisions de justice qui ne sont pas exécutoires, pendant que les concernés sont privés de liberté, ou alors les jours impairs, ils sont privés de liberté, les jours impairs, ils peuvent se promener, et la décision de justice, quand on est content, on la met de côté, le jour où on n'est pas content, on cherche à l'exécuter. C'est de ça que nous parlons. Tant qu'ils ne sont pas sur la liste électorale, il y a une crise qui est là. Et cette crise-là, pour lui trouver une réponse, il faut un dialogue politique inclusif. Que vous le voulez ou pas, la Côte d'Ivoire, telle qu'elle se présente aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas, qui ne regardent pas la chose comme vous présentez la chose. Alors, je vais vous aider. Est-ce que vous savez que l'Organisation mondiale de la santé dit que 2,5%, pas pour cent, oui, 2,5 médecins, infirmiers, on va dire le corps enseignant, le corps médical, excusez-moi, 2,5, on a les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Il faut 2,5 pour 1000 habitants. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'existe aucun hôpital général dans aucune sous-préfecture, ici en Côte d'Ivoire.
Et là, je vous mets au défi. Je l'ai vu dans votre manifeste. Il n'existe aucun hôpital général. Je dis bien, vous écoutez très bien ce que j'ai dit. Dans les sous-préfectures, il n'existe aucun hôpital général. On a des centres hospitaliers régionaux et autres, mais je parle des sous-préfectures. Alors que dans les sous-préfectures, nous avons 60 000, 50 000 habitants. Mais il n'y a pas d'hôpital. Deuxième élément, quand vous parlez du prix du cacao, oui, le prix du cacao aujourd'hui a augmenté, mais combien ça coûte sur le marché mondial? Le prix du cacao, il coûte combien sur le marché mondial? Quand on compare le prix du cacao sur le marché mondial à ce que nous avons sur le marché national, la différence, elle est énorme. Alors, quand vous parlez de 2000 à 2010, mais apparemment, vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, apparemment. Parce que la situation que nous avons vécue dans ce pays de 2000 à 2010, ce n'est pas ce que nous vivons depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut pas souhaiter que son pays soit en guerre. C'est pourquoi il ne faut pas applaudir des deux mains des rébellions. C'est pourquoi il ne faut pas accepter des coups d'État. Est-ce que vous comprenez? Quelles que soient les raisons. Et donc, si le pays est en paix, oui, nous le souhaitons, mais on parle de la Côte d'Ivoire, chers messieurs. On parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de 2 ports autonomes. La Côte d'Ivoire dispose d'une mer, la mer, et de la lagune et de plusieurs cours d'eau. La Côte d'Ivoire, toutes les terres sont arabes, sont cultivables. La Côte d'Ivoire, elle dispose de plus de 70% de sa population qui est jeune. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous parlons. Nous parlons du pays qui est le premier producteur mondial de cacao, 3e café dans le monde. On parle de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas d'autre chose. Donc ce pays-là, pour qu'on ait l'Internet gratuit dans tous les services publics, c'est possible. En Côte d'Ivoire ici, c'est possible. Et vous savez pourquoi c'est possible? C'est possible parce que la loi sur les rentes viagères, si l'État de Côte d'Ivoire et ceux qui l'incarnent manifestent un tout petit peu de volonté politique, vous allez voir que cette loi-là, une fois on la modifie, on n'aurait même qu'à gagner. Parce que les rentes viagères, finalement, les anciens présidents d'institutions, anciens ministres et autres, ils ont ça à vie. Aussi longtemps que vous avez été ancien ministre, 10 fois ancien ministre, on va vous donner des rentes viagères 10 fois. Et pourquoi? Vous comprenez? Donc, l'État doit revoir son train de vie. Il y a de l'argent. Prenons cet argent-là, allons industrialiser nos différentes régions pour donner du travail à la jeunesse ivoirienne, pour les empêcher d'emprunter la route de la Méditerranée et mourir dans le désert. Et quel rôle compte jouer votre mouvement pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Bien évidemment, c'est ce que nous disons. Nous interpellons les gouvernants. Nous leur disons qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est la raison fondamentale d'ailleurs de... Est-ce que le discours est suffisant? Non, mais si le discours n'est pas suffisant, que voulez-vous d'autre que nous faisions? Sinon, c'est le discours et en face, il doit avoir une oreille attentive. Parce qu'on ne peut que parler. Vous comprenez? Alors, nous disons que pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, nous nous engageons. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, nous avons créé le mouvement politique Agissons Ensemble. Vous comprenez? Il faut améliorer. Il faut améliorer parce qu'on n'est pas dans le déni. Chers messieurs, nous ne sommes pas dans le déni. On ne dit pas que rien n'a été fait. L'État, c'est la continuité. Le président Félix Houphouët-Boigny, il a bâti ce pays. Après lui, les autres qui sont venus, ils ont eu de quoi faire. L'État, c'est la continuité. Après ceux qui sont là, celui qui viendra aura de quoi faire. Ainsi de suite. Donc, on ne peut pas être dans le déni. Même si on n'est pas politique, on ne peut pas être dans le déni. Nous ne sommes pas dans le déni. Ce que nous disons, c'est qu'il faut corriger ce qui est mal fait. Corriger ce qui est mal fait. Il faut améliorer ce qui est déjà fait. Et il faut réaliser ce qui n'est pas encore fait. Voici les 3 éléments que nous disons aux Ivoiriens pour dire, si nous sommes d'accord que nos conditions de vie soient améliorées, si nous sommes d'accord que l'existant doit être amélioré, si nous sommes d'accord que ce qui n'existe pas doit être réalisé, alors il faut aller aux élections en 2025 et voter utile. Mais en même temps, nous disons aux gouvernants, parce que, voyez-vous, la Constitution dit, le président de la République, par exemple, il est le garant de l'unité nationale. N'est-ce pas? L'article 34 de la Constitution. Mais comment est-ce qu'on peut être garant de l'unité nationale et être président de la République, être président d'un parti politique? À quel moment, lui, il convoque les partis politiques et puis il s'adresse au président des partis politiques sans qu'il ne s'adresse à lui-même? À quel moment? Donc, il faut revoir ça
dans son fonctionnement. Pour nous, lorsqu'on est président de la République, on doit être au-dessus de la mêlée. C'est autour du président que le peuple se retrouve. Si on veut donner un sens à cet article 34, pour ne pas que les gens soient gênés, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si moi je vous dis, oui, le président de la République travaille bien, on va dire que oui, voilà, il veut aller au RHDP, il veut aller au restaurant. Et pourtant, je parle du président de la République de mon pays. Oui, le président de la République travaille, il fait des choses, des réalisations. Mais oui, parce que ce qu'il fait, il le fait au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Il le fait pour la Côte d'Ivoire. Il le fait avec les ressources de la Côte d'Ivoire. Il n'en met pas ça dans sa poche. Vous voyez? Donc, oui, normalement, en tant que citoyen... Il y a eu des prédécesseurs qui n'en ont pas fait autant. Non, donc le fait que lui le fasse, ça doit lui être reconnu. Les prédécesseurs dont vous parlez, je l'ai dit, de 2000 à 2010, ici dans ce pays, nous savons ce qui s'est passé. Mais la responsabilité d'un chef d'État première, c'est d'assurer la sécurité de son pays et de ses citoyens. Vous vous trompez, monsieur. Non, c'est la responsabilité. Moi, je pense que vous êtes dans l'utopie et vous êtes dans le déni. La responsabilité première d'un chef d'État, c'est d'assurer la sécurité du pays et de ses concitoyens. Lorsqu'un président est incapable d'assurer la sécurité, on vous a bien compris. Comment vous réagissez à cette question pour terminer? Le citoyen, tout citoyen, c'est pourquoi le patriotisme chez nous, agissons ensemble, est la première des valeurs, le patriotisme. La patrie, c'est ce que nous avons de plus cher. Et pour notre patrie, nous sommes prêts à tout. Aucun citoyen ne devrait un seul instant imaginer que pour un oui ou pour un non, il pourrait prendre même serait-ce qu'un stylo et le lancer ou le jeter donc sur vous pensez que le président actuel n'a pas eu à faire l'objet d'une tentative de subversion. Les tentatives ont eu lieu. J'ai dit, justement. Ce que je vous dis. Merci Kevin Zokou. Malheureusement, nous sommes au terme de cette première partie d'émission. On espère vous revoir très prochainement. Demain même, on vous donne rendez-vous sur ce même plateau pour analyser l'actualité ivoirienne parce que nous sommes en fin de saison de Entre deux News. On vous donne donc l'occasion de venir vous exprimer sur nos antennes. Notre télévision est ouverte à tout le monde. C'est une émission qui se veut l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire. On marque une courte pause. On revient juste après pour la seconde partie. Nous sommes de retour de la pub, rejoints par Hérode Seri. Bonsoir. Bonsoir. Président de Cri du Peuple. Oui. Avec vous, dans cette seconde partie, nous parlerons de 2024, qui est l'année des anciens présidents. Est-ce que la Côte d'Ivoire reproduira ce même scénario avec le président Laurent Gbagbo, candidat en 2025? Élément de réponse à travers les analyses dans cette seconde partie. Tout de suite, première question. Est-ce que le retour de Laurent Gbagbo, Arsène Anoma, paraît pour vous comme une nécessité pour le grand bonheur des Ivoiriens et surtout d'un point de vue social et économique? Bon, de toute façon, à l'heure actuelle, le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Mais il est candidat. Il est candidat, c'est normal, son parti l'a choisi comme candidat. Nous attendons que la commission électorale... Il s'est même fait enrôler. Il s'est même... Oui, non, l'enrôlement est libre, hein. On peut se faire enrôler. Maintenant, entre se faire enrôler et être sur la liste électorale, il y a un gap. Maintenant, quitte à savoir si le président Gbagbo reviendra aux affaires, moi, je pense que les Ivoiriens ont eu la latitude de juger deux gouvernances. Les Ivoiriens ont jugé la gouvernance de 2000 à 2010 et ils jugent la gouvernance depuis 2011. Les Ivoiriens, aujourd'hui, sont de plus en plus éduqués, sont de plus en plus matures et les Ivoiriens aspirent à un pays en paix, un pays réconcilié, un pays qui se développe, un pays sérieux, responsable, qui est revenu dans le Conseil des Nations. Donc je pense qu'au vu de tout cela, pour moi, même si je ne présage de rien, et qu'il arrivait, considérons, si on fait par exemple de la politique fiction, et que le président Gbagbo était sur la liste électorale, je ne pense pas que les Ivoiriens ramèneraient le président Gbagbo au pouvoir, car les Ivoiriens ont fait l'expérience de sa gestion. Ils ont eu la chance aussi de faire l'expérience d'une autre gestion et les Ivoiriens sauront faire le bon choix au moment où il faut par rapport à la physionomie actuelle de leur pays pour continuer à garder les pays sur la base dans laquelle elle est. Et Hérode Seri, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo incarne l'espoir d'un véritable renouveau politique ou s'agit-il simplement d'un retour symbolique sans réelle vision pour l'avenir de notre pays? Vous savez, nous sommes en politique et je pense bien qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le facteur X qui n'est pas négligeable. Et donc, quand j'écoute mon frère Anoma, je tombe des nues. Bon, parce qu'il semble peut-être ignorer ce fait-là. Le retour de Laurent Gbagbo, je pense pour ma part,
pour l'ensemble de ces militants suscite beaucoup d'espoir. Voilà quelqu'un qui a géré le pouvoir, qui a pris le pouvoir en 2000, et je crois avait un programme quand même alléchant. Voilà, on a assisté au budget sécurisé, on a assisté à la révalorisation de la vie des paysans. En tout cas, il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque l'AMU, qui s'est mué en couverture maladie universelle à l'époque, qui était assurance maladie universelle. C'était des projets, c'était un programme qui était déroulé en tout cas pour participer au bien-être des populations. Malheureusement, il y a eu le coup d'État que vous savez en 2002, qui certainement n'a pas permis au président Laurent Gbagbo de dérouler carrément son programme de société. Donc, si on reste dans cette logique, si on veut aller dans la même veine de pensée que ces militants, il va sans dire que Laurent Gbagbo suscite toujours de l'espoir. Dans sa gestion jusqu'aux élections de 2010, il n'a pas eu les leviers nécessaires afin de pouvoir gérer le pouvoir comme il se devait et de dérouler son programme comme il avait souhaité. En 2010, il perd les élections et il est conduit à la CPI. À l'issue d'un procès, il est acquitté le 31 mars 2021 avec Charles, son ministre de la Jeunesse de l'époque, Charles Blé Goudé. Ils sont acquittés. Le président Laurent Gbagbo rentre le 17 juin en Côte d'Ivoire. Son retour en Côte d'Ivoire a suscité tant d'espoir. Et par la suite, il crée un parti politique. Donc il va s'en dire logiquement qu'en créant ce parti politique, il ambitionne bien évidemment de briguer la magistrature suprême. Donc en le voulant, il va se donner les moyens nécessaires de pouvoir atteindre ses objectifs avec ses militants à l'appui. C'est vrai qu'il n'est pas sur la liste électorale comme M. Anoma l'a signifié tout à l'heure, mais nous sommes en politique. En politique, il y a des compromis politiques. Juste une loi d'amnistie. Tout peut arriver. Voilà, il suffit que le président Alassane Ouattara prenne une loi d'amnistie et le président Laurent Gbagbo est candidat. S'il est candidat aujourd'hui, tel que le sujet le signifie, il y a une montée en puissance des chefs d'État qui reviennent au pouvoir. Est-ce à dire que les populations sont animées d'une volonté de rupture avec les systèmes actuels? C'est toute la question qu'il faut se poser. On a assisté au retour de Trump aux États-Unis. Pendant que lorsque Joe Biden gagnait les élections, les populations étaient toutes enthousiastes à l'idée de voir un démocrate au pouvoir. On a vu que dans sa gestion, dans le déroulé, il n'a pas répondu aux attentes des populations. Les gens sont allés réitérer leur confiance à Donald Trump. Donald Trump est redevenu président des États-Unis d'Amérique. Pareil pour Lula au Brésil. Nous avons assisté au même scénario avec tous les démêlés judiciaires que M. Lula a pu vivre. Il est aujourd'hui président de la République au Brésil. Récemment, pas plus tard qu'avant-hier, à côté de nous au Ghana, l'ancien président John Mahama vient d'être élu président de la République. Sur la base de quoi? Sur la base d'une insuffisance au niveau du programme du parti de Nana Akufo-Addo, parce que les populations ont estimé que durant les 8 ans de gestion de Nana Akufo-Addo avec son parti politique, le NPP, il y a eu une crise économique. Et cette crise économique a endetté le pays à plus de 3 000 milliards de dollars. Et donc cette crise-là a amené les Ghanéens à réitérer leur confiance pour le chef de l'État, John Mahama. Ce qui a permis aujourd'hui à M. Mahama d'être président de la République. Si nous allons sur cette base, étant donné que, parce qu'il faut aussi être réaliste, la gestion du président Alassane Ouattara n'est pas aussi reluisante comme vous le signifiez. Et il y a forcément des insuffisances. Nous reconnaissons les actions du président Alassane Ouattara en ce qui concerne le développement infrastructurel. Ça ne souffre aujourd'hui d'aucune contradiction, d'aucune ambiguïté. Mais en dehors de cela, il faut dire aussi que sur le plan social, il y a des insuffisances. Les déguerpissements qui se font de façon tout azimut, c'est une réalité parce que ça se fait de façon déshumanisante. Il y a aussi le taux de pauvreté qui est, ma foi, une réalité aussi parce qu'on est à 37,5% de taux de pauvreté. C'est les chiffres de la Banque mondiale qui le révèlent. Et quand vous voyez même dans ces chiffres qui sont révélés par la Banque mondiale, ces statistiques sont alarmantes. Parce que quand on prend les 3 grands pôles, en ce qui concerne Abidjan, en ce qui concerne le district de Yamoussoukro et comment on appelle ça, Bouaké, en dehors de ces 3 grandes zones urbanisées, le reste, le taux de pauvreté est totalement élevé dans ces zones. Vous avez dans chaque zone de l'intérieur plus de 50% de taux de pauvreté. Donc face à toutes ces réalités-là, ça peut peser dans la balance, susciter de l'espoir et permettre à la population de réitérer sa confiance à un homme peut-être de gauche, fut-il Laurent Gbagbo. Bien, Arsène Anoma, vous avez maintenant l'occasion. Moi, je suis profondément déçu lorsqu'on essaie de dissocier la gestion du président Gbagbo du coup d'État et de son incapacité à
préserver les frontières, la sécurité de son pays. Bien, la mais première la obligation d'un question, c'est président de en savoir exercice... est-ce que Laurent Gbagbo incarne un véritable espoir pour les Ivoiriens. Non, s'il vous plaît. Non, c'est le sujet aussi que je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. de la sécurité. Donc, Merci bien. c'est aussi peut-être du fait aussi que nous avons en face aussi une opposition civilisée. Merci. Qui ne rentre pas peut-être dans les conflits. On vous a bien compris. On vous a bien compris. On a un sujet. Il faudra répondre aux questions pour permettre de pouvoir avancer dans le sujet. Merci bien. Ok. Moi, je pense qu'il est revenu là-dessus. Il serait bien que j'en parle. Pour moi, j'estime, et je le dis et je le redis, un président est jugé tant sur ses résultats économiques, sociaux que sécuritaires. Il ne faut pas faire la part des choses. Donc, c'est trop facile de dire que voilà. Ce pouvoir actuel arrive à travailler et arrive à faire ce qu'il a à faire parce qu'il a su mettre fin à certaines velléités de déstabilisation. Ça c'est de 1. Maintenant, lorsqu'il parle de... Vous ne pensez pas qu'en face aussi, il y a une opposition qui est suffisamment civilisée? Il parle de retour au Ghana, aux États-Unis. Mais ces retours-là, Donald Trump a eu l'un des meilleurs bilans économiques durant sa gestion. Et le fait que les Américains... C'est tout ce que Donald Trump a perdu une élection. Mais le fait que les Américains face à Joe Biden alors? Non, on peut... Joe Biden n'était pas président en exercice. On juge très souvent durant les élections, on juge le connu face à ce qui n'est pas connu. Donc, les Américains ont préféré à un certain moment donné Donald Trump et Joe Biden par rapport à Donald Trump parce qu'ils ont estimé que sur certaines choses, Joe Biden leur présentait de meilleures alternatives. Mais à la pratique, ils se sont rendus compte que Donald Trump et Joe Biden avaient été incapables de faire ce que même Donald Trump a fait. Ils se sont logiquement retournés vers Donald Trump. Au Ghana, effectivement, John Dramani est revenu, comme il a si bien dit, parce que le pouvoir de Nana Akufo-Addo a montré des insuffisances à gérer le pays. Bien. Lula au Brésil. Ça pourrait être le cas en Côte d'Ivoire. Quand on parle par exemple de l'inflation, en fait, justement, je viens. On prend l'inflation. Dans les années 2006, vous mangez de la ticket 25 ou 50 francs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Ça pourrait jouer en faveur du président Laurent Gbagbo. C'est pas le cas, mais il y a quelque temps, par exemple, la location de logement était 40 000 francs. Mais combien d'Ivoiriens sont des fonctionnaires? Non, mais on sait en Côte d'Ivoire ici qu'un fonctionnaire fait vivre des dizaines de personnes. Et indépendamment même de la fonction publique, le tissu privé du pays se développe. Il y a des perspectives qui sont faites. Il a parlé du taux de pauvreté. En 2001, le taux de pauvreté était de 54%. Aujourd'hui, en 2024, le taux de pauvreté est de 34%. C'est dire que... Non, je ne me réjouis pas. Je ne me réjouis pas, mais c'est pour dire que le taux de pauvreté s'amenuise. Le taux de pauvreté s'amenuise. Et si nous restons sur cette même courbe-là, ascendante, je pense que la courbe restera ascendante. 37,5%. Ces 34 ou 37%, comme il le dit, vont s'amenuiser et à terme, ça va diminuer. Parce qu'on aurait pu, par exemple, de 54% passer à 70%. Nous sommes venus un peu en dessous des 40%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de travail qui est fait. Donc pour moi, les Ivoiriens auront à juger deux bilans. Ils auront à juger un bilan qu'ils ont trouvé négatif. La preuve, en 2010, malgré le fait, le président Gbagbo a été battu au deuxième tour avec l'un des plus mauvais scores d'un président en exercice sortant. C'est des faits réels. Ça veut dire que même lorsqu'il était au pouvoir, les Ivoiriens l'ont désavoué. Et ce n'est pas maintenant que les Ivoiriens ont eu l'occasion d'avoir une gouvernance qui sait. Moi, je suis d'accord. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il est utopique de dire que la gouvernance actuelle résout tous les problèmes des Ivoiriens. Mais la gouvernance actuelle apporte beaucoup de solutions aux problèmes des Ivoiriens. Quels sont selon vous les points faibles du président Laurent Gbagbo qui, selon vous encore, le rendent incapable de reproduire le succès de Trump et Mahama? D'abord, une chose, Donald Trump a réussi à fédérer autour de lui tout le parti républicain. Ceux qui étaient, par exemple, déçus de lui au parti républicain, ils se sont retrouvés en portion congrue. Au Ghana, le président Dramani avait avec lui tout le NDC. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il rentrait de l'AE, même au sein de ses partisans, il ne faut pas faire la politique de Dieu, il faut être réaliste. Même au sein de ses partisans, les partisans sont désabusés. Nous avons vu déjà la division entre lui et son ex-épouse, qui est aussi politiquement fondatrice du FPI. Nous avons vu la division entre lui et son fils politique Charles Blé Goudé. Nous avons vu la division entre lui et Mamadou Koulibaly. Nous avons vu la division entre lui et le FPI d'antan qu'il a traité d'enveloppe vide. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo
n'a pas d'appareil politique en tant que tel. On parle de Donald Trump. Le PPACI est un véritable appareil politique. Non, le PPACI n'est pas le FPI de 2010. Il faudrait qu'on se le dise. Le FPI de 2010, il y avait Mamadou Koulibaly, il y avait Simone Gbagbo, il y avait Charles Blé Goudé, il y avait beaucoup de personnes. Mais le PPACI de 2024 qu'on a actuellement, toutes ces personnalités-là sont aujourd'hui en leur parti politique. Et ces personnalités aussi revendiquent l'accession à la magistrature suprême. Donc d'abord, le président Gbagbo n'a pas un appareil politique qui peut lui permettre, comme le président ghanéen ou le président américain, de pouvoir espérer revenir au pouvoir. Il y a la désillusion même dans son propre camp. Et ensuite, si on sort de son camp et qu'on le projette sur la totalité des Ivoiriens, les Ivoiriens ont vu la gestion du président Gbagbo et les Ivoiriens ont senti beaucoup de légèreté, beaucoup d'amusaille dans la gestion. Et les Ivoiriens, après ce qui est donné à voir actuellement de notre pays, qui est devenu un pôle très attractif dans le monde, où les gens sont fiers de la destination Ivoire, les Ivoiriens même sont fiers d'être Ivoiriens, je ne suis pas sûr que les Ivoiriens ont envie de retourner dans cette gestion-là d'un président qui, avec tout le respect que je dois pour moi, a été incapable même d'assurer la chose primaire de sa gestion, qui est la sécurité de son territoire. Bien, ce sujet nous permet d'évoquer la question des échecs des successeurs. On a vu le cas du successeur de Macky Sall, de Joe Biden et Akufo-Addo. Est-ce que pour vous, comment vous expliquez l'incapacité des héritiers politiques à s'imposer dans certains pays, comme ces pays-là, le Sénégal, les États-Unis et le Ghana, pour ne citer que ceux-ci, qui poussent à un retour aux figures historiques? Laurent Gbagbo peut-il bénéficier de ce même scénario avec le RHDP si jamais le président Ouattara n'est pas candidat, parce que lui n'a encore rien dit? Oui, effectivement, le président Ouattara n'a rien dit encore, comme vous le signifiez. Mais je vais revenir, avant d'aborder votre question, revenir sur certains points qui ont été évoqués par comment on appelle ça, mon cher ami Anoma. Voilà, donc ce que vous semblez ignorer, c'est que, comme je l'ai signifié tout à l'heure, en politique, tout est possible. Voilà, je le disais d'entrée de jeu, tout est possible, le facteur X. C'est vrai qu'en analysant les choses en profondeur, on constate bien évidemment, comme ce qu'il a signifié, que Laurent Gbagbo aujourd'hui semble ne pas parler à son ancien directeur de campagne chargé de la jeunesse, qui est aujourd'hui président du COJEP, donc le président Charles Blé Goudé. Il semble être en désaccord sur certains points avec son ex-épouse Simone. Je parle au conditionnel, je ne suis pas... non, puisque les deux se sont déclarés candidats je ne suis pas au cœur des discordes, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'on peut assister à ce à quoi on assiste. Simone Gbagbo est déclaré candidat de son mouvement MGC. Charles Blé Goudé, il est président du COJEP, il ne s'est pas encore déclaré. Il ne s'est pas encore déclaré. Mais un rapprochement serait envisageable, peut être envisageable. Nous sommes en politique. Il peut y avoir un rassemblement de la gauche. Je pense que nous sommes sur ce plateau, c'est pour mener des analyses. Évitons les déluges de mots d'un désert d'idées. Nous sommes sur un plateau assez sérieux. Donc, prenons la peine de nous écouter. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il peut y avoir un rassemblement de la gauche. Et si il y a un rassemblement de la gauche, il y a de fortes chances que cette gauche, qui est bien évidemment incarnée par le président Laurent Gbagbo, puisse porter Laurent Gbagbo à la tête. Et si Laurent Gbagbo est porté à la tête de cette gauche rassemblée, il y a de fortes chances, au vu de certaines imperfections au niveau de la gestion, en ce qui concerne l'aspect social dont il a fait mention tout à l'heure, il y a de fortes chances que la gauche revienne au pouvoir avec à sa tête Laurent Gbagbo. Parce que le pouvoir actuel, au-delà de tout ce qu'il a pu entreprendre au niveau des infrastructures et tout ça, comme je l'ai signifié, il y a des insuffisances. Regardez, quand on parle de la cherté de la vie, les gens pensent que c'est un leurre. Mais ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. La vie est chère. D'aucuns peuvent estimer que, au temps de Laurent Gbagbo, c'est vrai, peut-être on n'avait pas toutes ces infrastructures, mais on mangeait à notre faim. C'est le discours qui est tenu par certaines parties, une frange de la population. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, en tant qu'acteurs de la société, si nous sommes sur le terrain, nous sommes en contact. Depuis 2016, nous sommes sur le terrain. Nous savons ce que pensent véritablement les populations. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les cornflakes, quoique, moi j'aime bien ça, je l'ai signifié un jour lors d'une rencontre avec certains de mes militants. Les gens en ont ri, mais c'est factuel, comme le dirait mon cher ami Steve Biko. C'est factuel. Quoique qui était 400 francs à l'époque, aujourd'hui, allez-y, ça coûte 600 francs. Ça coûte 600 francs. C'est une réalité. La surtaxe, c'est une réalité. Ça, on ne va pas nier. Pourquoi on augmente les taxes à longueur de journée sur des produits de première nécessité, sans aviser les populations, sans même que les députés qui sont l'émanation de la volonté des populations ne soient mis Alors, écoutés. Parlons maintenant Donc, je veux dire que c'est tout ça, mais c'est tout ça mis ensemble qui constitue par moment l'échec de certains successeurs
en qui les populations avaient passé peut-être des attentes énormes, qui se sont rendus compte que vers la fin, c'était de la poudre à l'œil. Voilà. Et donc, les gens se disent que quoi? En plaçant tout notre espoir sur cet individu, pensant qu'il allait réélever le niveau de vie de notre population, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, mieux vaut rappeler l'autre qui était là, des paquis, ça c'est relatif quand vous dites qu'il a échoué. C'est relatif. Non, c'est factuel. D'aucuns vous diront aussi que c'est pas factuel. D'aucuns vous diront que c'est pas aussi un échec total. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, dans la gestion du président Ouattara aussi, il y a aussi il y a des aveux d'échec par moment. Non, c'est vrai, ça c'est l'œuvre humaine. Donc voilà, c'est l'œuvre humaine. Dès lors que vous reconnaissez que c'est l'œuvre humaine. Non, mais ceci, dès lors que vous reconnaissez que c'est l'œuvre humaine, je pense qu'à ce niveau-là, il faut pouvoir faire un certain Alors, Arsène Anoma, est-ce que les échecs des dauphins dans d'autres pays ne renforcent-ils pas l'argument en faveur de la candidature du président Alassane Ouattara pour garantir la continuité et éviter les incertitudes avec un probable retour de Laurent Gbagbo? Moi, je ne pense pas. Alors, on voit parfois des opposants qui disent le RHDP a peur, à part Alassane Ouattara, personne ne pourra tenir le navire RHDP. Moi, je ne pense pas parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les facteurs. Ceux qui sont revenus au pouvoir ne sont pas revenus au pouvoir parce qu'ils devaient revenir au pouvoir. Ils sont revenus au pouvoir sur des réalités. Mais la succession bien préparée, c'est très importante. On a vu le cas Macky Sall qui n'a pas eu assez de temps pour préparer son Premier ministre. Vous savez que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui est méthodique, c'est quelqu'un qui est très organisé et c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et je suis convaincu que s'il n'a pas encore parlé de sa succession du candidat du RHDP, c'est que tout est déjà codifié, tout est déjà bien situé au sein du RHDP. Pour cela, je n'ai pas de crainte. Mais maintenant, quitte à croire que parce qu'il y a eu un retour au Ghana, il y a eu un retour aux États-Unis, il y a eu un retour au Brésil, ça arrivera en Côte d'Ivoire, moi je ne pense pas. J'ai révélé des choses tout à l'heure. Ceux qui sont revenus au pouvoir avaient un appareil, ils avaient conservé leur appareil, ils avaient un bilan à défendre. Et ceux qu'ils ont battus durant leur gouvernance n'avaient pas été à la hauteur des aspirations qu'ils avaient portées dans le peuple. Tous ces facteurs-là, mis l'un dans l'autre, leur ont permis de revenir. La preuve, aux États-Unis, lorsque Donald Trump a gagné, il a remporté en même temps les élections législatives. Lorsque John Dramani a gagné au Ghana, ça a été pareil. Ce loup-là... C'est des élections couplées? C'est des élections couplées, mais ça démontre aussi que, en fait, évidemment, il y avait l'appareil politique dans sa totalité qui les soutenait. Mais au jour d'aujourd'hui, quoi qu'on veuille faire croire que, effectivement, cet aveu de candidater, d'affronter l'ex-leader spirituel n'est pas réel, elle est véritablement réelle. Et lorsqu'il parle de la gauche, en Côte d'Ivoire, les idéologies politiques sont factices. Aujourd'hui, la force sur laquelle s'appuie le PPACI et je dirais la gauche, c'est le PDCI qui est un parti de droite. Le PDCI, la gauche, comme on veut le faire croire, espère une alliance avec le PDCI. La preuve, Simone Gbagbo, avec son mouvement, le MGC, est en alliance stratégique avec le PDCI. Le président Gbagbo lui-même, il avait fait une alliance avec le PDCI. Donc, lorsqu'il parle d'un mouvement d'ensemble de la gauche qui mènera la gauche au pouvoir, non, ce n'est pas la gauche qui veut revenir au pouvoir. La gauche idéologique en Côte d'Ivoire n'existe que de façon théorique. Mais dans la réalité des choses, cette gauche-là, elle, très souvent, elle pactise avec la droite, avec le centre, juste pour des intérêts électoraux. Et au jour d'aujourd'hui, la béquille sur laquelle s'allient ces partis de la gauche-là, c'est le PDCI. Donc moi, je ne pense même pas d'abord que cette gauche-là, qui est fracturée, ou à l'intérieur de laquelle chacun aujourd'hui espère revenir au pouvoir, et qu'on se le dise, ces leaders de la gauche-là qui se sont déjà portés candidats ont compris effectivement que le président Gbagbo, qu'on le veuille ou non, il a fini son combat, il est au soir de son combat, et il y a un héritage à récupérer. Et ces leaders de la gauche-là, qui ont déjà acté les candidatures, veulent surfer sur une potentielle reprise du pouvoir présidentiel pour eux-mêmes. Donc pour moi, c'est vrai, il y a eu des retours au Ghana, il y a eu des retours aux États-Unis, mais ces retours-là ne sont pas le fait, ne sont pas tombés du ciel. Ces retours-là sont arrivés parce qu'il y avait des faits réels qui sous-tendaient ces retours-là. Ces retours-là sont arrivés parce qu'il y avait des alternatives crédibles, il y avait des projets crédibles qui ont été présentés aux populations et les populations ont été séduites. En Côte d'Ivoire, je ne vois pas ce qui pourrait amener les Ivoiriens à revenir en arrière et pour moi,
à ravaler ce qu'ils ont vomi. Bien. Je ne pense pas. Bien. Est-ce que pour vous aussi, ce retour n'a aucun lien avec, la préparation des successeurs Le retour de qui dans ces pays, hein, tels qu'aux États-Unis. Oui, mais j'ai signifié tout à l'heure que au Ghana, selon moi, au Sénégal aussi. ce retour de ces anciens chefs d'État-là émane de la volonté de rupture. Voilà, et vous voyez, et puis il y a un vent de changement aussi qui souffle, dont il faut tenir compte. On a assisté bien avant même le retour de ces chefs d'État à la tête de ces différents pays. Il y a eu aussi un vent de changement qui a soufflé avec le renouvellement de la classe politique dans certains pays. Comme le Sénégal. Le Sénégal, par exemple. Voilà. Donc, au Sénégal, on a Diomaye Faye aujourd'hui qui est président de la République à 44 ans. La volonté des Africains aujourd'hui à opérer une rupture totale avec les anciennes générations, l'ancienne conception des choses, était de mise d'abord au départ. Vous avez les pays de l'AES, où c'est vrai que peut-être, je l'ai dit ici la dernière fois sur le plateau, nous condamnons toute forme de coup d'État, toute forme de tentative de prise du pouvoir par les armes, mais en même temps aussi, il faut respecter la souveraineté des peuples. Nous respectons la souveraineté de ces différents peuples-là, pour dire qu'ils ont accepté de confier les destinées de leur pays entre les mains des jeunes. Donc, c'est parti de cette volonté de changer les choses et de renouveler les classes politiques de façon générationnelle, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive à un retour de certains chefs d'État à la tête de ces différents pays. Donc il y a la volonté de rupture de ces systèmes qui sont là en place, que les gens trouvent caduques. Les gens trouvent des systèmes caduques. Merci Arsène. Merci Arsène Anoma. On vous a bien compris. Allez-y. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, sur le deuxième point, je voulais revenir sur un fait que M. Anoma a énuméré tout à l'heure. Quand il parle de révalorisation de la masse, du salaire et tout ça, vous l'avez interpellé même pour dire que tout le monde n'est pas fonctionnaire. Mais pour vous dire que plus de 80% des uniques aussi, selon les statistiques de la Banque mondiale, mais est-ce que vous savez qu'il y a plus de 80%. Lorsque le SMIC au privé augmente, les salaires augmentent. Ah, bon, vous nous informez. Le secteur informel embauche pratiquement plus de 80% de la population. C'est des chiffres. Pour dire que ce que vous êtes en train d'énumérer là n'a aucun impact véritable sur le train de vie des populations si on ne tient pas compte de ce secteur aussi qui est à prendre en considération. Ça, c'est un fait sur lequel je voulais attirer votre attention. Et de trois, nous, aujourd'hui, l'analyse que nous menons, c'est une analyse qui est globale, qui est transversale. Je ne suis pas militant du PPAC, je suis acteur de la société, je suis ici au compte de mon organisation qui est le Cri du Peuple. Mais ce que nous menons comme analyse va dans le sens du bien-être des populations. Il y a des faits qui sont là. Comment on appelle ça, le président Alassane Ouattara aujourd'hui ne dit pas qu'il est candidat. C'est vrai, la Constitution lui permet d'être candidat, bien évidemment. Parce que après le référendum de 2016, le référendum lui-même ayant acté la position du président Alassane Ouattara comme candidat pour comment il a appelé ça lui-même la Troisième République. Le premier mandat de la Troisième République. Le deuxième mandat. Non, c'est le premier mandat de la Troisième République. Et en 2020, je crois que ça a été encore acté parce qu'il a gagné pratiquement à plus de 90%. Donc, je veux dire que là, il n'y a plus le débat. Mais aujourd'hui, ce qui est là, c'est que les gens sont en quelque sorte fatigués de voir les mêmes visages. Et ça aussi, il faut tenir compte de cela. C'est pour cela que nous exhortons, c'est l'opposition qui est fatiguée de voir le président Alassane Ouattara avec toutes ses prouesses, avec tout ce qu'il a pu. Excusez-moi, les Ivoiriens veulent conserver quelqu'un qui leur apporte avec tout ce que M. Alassane Ouattara a pu entreprendre ici. Il a rendu le peuple ivoirien fier. Ça, il ne faudrait pas balayer du revers de la main toutes les actions du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a rendu le peuple ivoirien fier de par tout le travail qu'il a dû abattre avec les infrastructures, comme on l'a signifié, qu'il accepte de partir par la plus grande porte. Non, mais il ne partira que lorsque la Constitution la Constitution lui permet d'être candidat. Mais en même temps aussi, il y a la volonté intrinsèque de l'individu. Mais vous ne pouvez pas demander à ce que le président Gbagbo revienne au pouvoir et demander au président Ouattara de partir. Non, vous ne l'avez pas compris. Nous ne demandons pas à ce que le président Gbagbo revienne au pouvoir. Nous menons une analyse. Nous disons qu'il y a des possibilités. Non, je n'ai jamais dit cela, M. Sidiki. Quand je dis... Je n'ai jamais souhaité cela. J'ai dit. Nous menons des analyses. Je dis. Au vu d'un certain nombre de choses, au vu d'un certain nombre d'approches, il y a de fortes probabilités que la gauche puisse porter dans un élan de rassemblement le président Laurent Gbagbo à sa tête
et que si le président Laurent Gbagbo est candidat au vu de certains arrangements politiques ou d'une loi d'amnistie qui serait peut-être prise par le président de la République, qu'il est candidat, avec cette gauche derrière lui, il y a de fortes chances que cette gauche revienne au pouvoir avec à sa tête le président Laurent Gbagbo. Voilà l'analyse que nous menons. Donc le reste, c'est que vous êtes en train de dire, moi je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle, mais je veux dire qu'à ce niveau-là, il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on soit très clair. Et c'est ça qui fait que les populations ont envie de faire revenir ces anciens acteurs, ces anciens chefs d'État à la tête de ces pays. Parce que quelle population? Moi, en fait, c'est ça. En fait, je ne comprends pas qu'on veut s'arroger le droit de parler au nom des populations. Ce ne sont pas les populations qui ont envie de... Les populations, le choix des populations, c'est le choix que nous avons actuellement. Et comme je vous l'ai dit... Mais qu'est-ce que vous faites dire que c'est forcément le choix? Oui, mais c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit actuellement. C'est ce qu'on voit. Même les dernières élections locales, on prouvait que le président Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Il a battu campagne pour son parti. Nous avons vu le résultat. Donc, vouloir forcément faire des parallèles entre le Ghana, les États-Unis et la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu des retours de présidents qui ont été favorisés par les échecs de personnes qui leur ont succédé, dit que, de facto, le président Gbagbo, s'il advenait qu'il soit sur la liste électorale, pourrait revenir au pouvoir. Non, pour moi, c'est une analyse trop simpliste. Et comme je le dis et je le redis, ces retours-là ont été favorisés par le bilan négatif de ceux qui ont pris le pouvoir après eux ou bien après d'autres personnes, ce qui a permis ce retour-là. Et puis en plus, ces personnes qui sont revenues là avaient des appareils. Aujourd'hui, c'est bien de faire des appareils. C'est malheureusement l'heure du carton rouge. Le temps est terminé. Carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité ou des sujets qui leur tiennent à cœur. Le premier carton rouge de cette émission avec Hérode Seri, président de Cris du Peuple. Merci, M. Sidik. Je fais un carton rouge aux violences intercommunautaires. Récemment, je crois le 8 décembre passé, le dimanche 8 décembre, nous avons assisté à des affrontements entre les populations de la commune de Bédiala, à l'issue desquels il y a eu un mort, notamment une jeune fille, et 11 blessés. Et sur les 11 blessés, on enregistre 9 qui ont été blessés par balle et 2 à coups de machette. Je veux dire que ce sont des événements qui sont tristes à constater. Constater que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve encore en train de nous affronter pour des questions que j'ignore bien évidemment parce que à l'issue de l'enquête que la gendarmerie a entamée, peut-être on aura les résultats de ces enquêtes-là qui définiront l'origine même de ces affrontements-là. Mais avant d'avoir ces résultats de ces enquêtes-là, je voudrais vraiment marquer une pause là et marquer toute mon indignation face à ces affrontements intercommunautaires-là, qui ont en tout cas occasionné des morts, des pertes en vies humaines et aussi des dégâts, matériels. Pour dire en même temps que je fais un clin d'œil aussi au ministère des Affaires sociales, de la cohésion sociale et de la solidarité, d'accentuer davantage les formations et même les tournées en ce qui concerne la gestion des conflits communautaires et aussi dans le sens de la promotion de la paix, pour ne pas qu'on arrive à assister à ce genre d'événements de façon récurrente. Donc voilà un peu mon carton rouge. Merci. Votre réaction là-dessus, Arsène Anouma. 30 secondes. Je partage avec lui le fait que ces violences communautaires-là doivent cesser, ne doivent pas avoir lieu. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui vit en harmonie, les différentes communautés vivent en symbiose. Donc ce n'est pas normal qu'il arrive des choses qui puissent mettre à mal cette bonne entente-là. Donc pour moi, il faudrait que les chefs de village, les autorités préfectorales, les leaders politiques et autres s'y mettent pour que cela n'arrive pas. Ou bien que lorsque ça arrive, les dégâts ne soient pas assez importants. Nous ne pouvons que nous incliner sur la dépouille de la jeune dame qui a perdu la vie. Merci. À vous maintenant de faire votre carton rouge. Mon carton rouge, c'est à l'endroit d'un déficit sécuritaire au niveau de la commune de Yopougon, entre le 16e arrondissement et le nouveau pont. Il y a une zone qui est là, qui est reconnue comme criminogène. Et moi, je ne savais pas, on l'appelle Carrefour voleur. Hier même, j'ai failli être victime d'une agression dans cette zone-là. Alors que le commissariat de police du 16e se trouve à quelque part. Il y a des agents de police qui sont sur le pont. Mais malgré ça, il y a un Carrefour qui est là, qui est reconnu comme
criminogène qui est appelé Carrefour policier. J'interpelle le directeur Carrefour voleur. J'interpelle le directeur général de la police nationale. Ce n'est pas normal qu'à quelques encablures d'un commissariat de police et à côté de policiers qui sont censés assurer la sécurité, l'insécurité sévisse. Ce n'est pas normal qu'il y ait une zone reconnue comme criminogène qui a un nom célèbre qui lui est dédié face à un commissariat et cela continue. Parce que les gens en parlent, mais hier, moi-même, j'ai été victime dans cette zone-là. Et si ce n'est la grâce de Dieu, les dégâts auraient dû être beaucoup plus sérieux. Donc vraiment que le directeur général de la police nationale tire la sonnette d'alarme et active ces éléments pour que le nom de ce carrefour-là, qui n'est pas reluisant, change et que de carrefour voleur, il y ait un autre nom qui est beaucoup plus joli. Bien, et Seri, réaction sur ce carton? Oui, je partage entièrement le point de vue d'Anoma sur la question. Cela dénote effectivement de ce qu'au-delà des chiffres qui nous sont brandis à longueur de journée, il y a une réalité qui est palpable. Voilà, au-delà des indices de sécurité qui sont brandis à longueur de journée, il est fort déplorable de constater ce genre d'attitude. Voilà, l'insécurité est tellement réelle qu'on arrive même à ériger des carrefours en disant que c'est des carrefours voleurs. À proximité même d'un commissariat, je connais bien le carrefour en question, c'est non loin du 16e arrondissement, je crois. Donc je veux dire vraiment que je partage entièrement et ça montre que le gouvernement doit faire vraiment beaucoup d'efforts à ce niveau-là parce que, comme on le dit, il n'y a pas de sécurité zéro. Il faut accentuer davantage, déployer encore des patrouilles, faire en sorte que la criminalité, en tout cas, soit vraiment éradiquée. Bien, on parle toujours de sécurité, mais cette fois-ci dans le chiffre du jour. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour. J'ai dit sécurité, mais cette fois-ci, sécurité routière. Voilà, le chiffre du jour, c'est 13 527. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, c'est le nombre de véhicules mis en fourrière. Bien sûr, dans le cadre de l'opération Épervier sur les routes entamée le lundi 2 décembre 2024 sur nos routes, sur l'étendue du territoire national ivoirien, le contrôleur général de la police de Sosiaka a présenté le bilan à mi-parcours de cette initiative visant à renforcer le contrôle routier et à améliorer la sécurité sur les routes ivoiriennes. En 5 jours, l'opération a enregistré la mise en fourrière de 13 527 véhicules. Ces opérations menées par l'ensemble des services de police sur le territoire national sont dominées par une forte présence des engins à 2 roues et 3 roues avec 8 479 saisis. À Abidjan, cette action d'envergure a permis de stopper 2098 véhicules et 1283 motos, mais aussi et surtout de réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Faites très attention en cette période de fin d'année. Arsène Anoma, commentaire sur ces chiffres, 13 527. Bon, moi, je pense que ça dénote qu'il y a beaucoup à faire encore pour que notre réseau routier soit efficient et soit moins dangereux, que les véhicules qui empruntent nos routes soient totalement en règle. Mais je me satisfais aussi de cette opération-là, parce que ça montre le désir, effectivement, d'œuvrer à permettre aux Ivoiriens d'avoir des routes moins dangereuses, moins meurtrières, beaucoup plus praticables. Donc, je salue cette opération-là et j'encourage les autorités qui sont à la manœuvre à continuer à travailler pour une meilleure utilisation de nos routes. Bien, et vous? Oui, je vais aborder dans le même sens qu'Anoma sur la question. Je pense bien que c'est une opération d'envergure parce que, avec les chiffres dont vous venez de faire mention tout à l'heure, je crois que la situation est vraiment alarmante. Voilà, donc près de 13 527 véhicules qui ne sont pas en règle. Voilà, je crois que c'est une opération qui est à saluer. Et ça nous amène aussi à créer une certaine fluidité aussi au niveau de notre réseau routier. Et ça nous permettra d'éviter, bien évidemment, qu'il y ait aussi des véhicules qui ne soient pas en état et qui roulent. Parce qu'avec les accidents auxquels on assiste, et surtout que nous sommes en fin d'année, donc il faut mieux anticiper et puis bon, en tout cas permettre qu'il n'y ait pas assez d'accidents sur nos routes. Merci à vous, Hérode Seri, président de Cri du Peuple. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci infiniment, Sidik. Merci aussi à Arsène Anoma, analyste politique, consultant sur Entre Deux News. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi marque la fin de cette émission. Demain, vous aurez droit à l'avant-dernière émission de cette première saison de votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale Entre Deux News. Vous aurez un débat, bien sûr, avec l'ancien Karamoko,
et Kevin Zokou, président de Agissons Ensemble, sur en tout cas la Côte d'Ivoire, les progrès réalisés, et des débats autour de ce progrès durant les mandats du président Alassane Ouattara. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.